Alors le traditionnel, où en sommes-nous? Nous sommes toujours dans la grande famille des roches sédimentaires et au sein de ces roches sédimentaires, on a vu qu'on peut répartir ces roches en 4 grandes classes génétiques. Classes génétiques se référant à la façon dont ces roches ont été constituées. On a vu les roches détritiques, on a vu les roches chimiques, et on va aborder une grande famille, ce sont les roches biogéniques. Que veut dire biogénique? Ça signifie que ces roches ont été formées par l'action de la vie. Alors on en connaît plusieurs sous-familles. La plus importante, ce sont les carbonates. Alors les carbonates sont constitués par des organismes qui précipitent le CaCO3, comme les coraux en bas à gauche, comme les coquillages. On a aussi les phosphorites ou roches phosphatées. Alors le meilleur exemple, c'est vous-même, puisque vous avez un squelette qui est constitué, comme tous les vertébrés, de phosphate, d'apatite. Troisième famille, bien connue aussi, c'est les roches organiques. Ce sont des roches qui sont constituées de matière organique, comme les roches formées par les plantes, le charbon ou le pétrole. Et la quatrième famille, peut-être un peu moins connue, ce sont les roches siliceuses qui sont donc constituées de SiO2. Alors rien à voir avec les roches détritiques qui contiennent du quartz. Ici, le SiO2 a été précipité par des organismes, comme test ou comme squelette. Ces organismes sont des diatomées, des radiolaires ou des éponges. Commençons par la plus grande famille, les carbonates, et comme d'habitude, on va commencer par les constituants et les classifications, et on poursuivra par les différents environnements de formation de ces carbonates. Alors je vous donne ici deux classifications qui sont basées sur le contenu chimique de ces carbonates et qui sont en général utilisées dans le monde industriel. À gauche, vous avez une classification qui met en évidence le contenu en magnésium du carbonate depuis un calcaire pur en bas jusqu'à une dolomie magnésienne. Évidemment, ce type de classification nécessite une analyse chimique. Et à droite, vous avez un autre type de classification qui concerne un autre type d'entrant dans les carbonates, ce sont les argiles. En bas, vous avez les argiles pures et en haut, vous avez du calcaire pur. Alors, c'est intéressant parce qu'au milieu, un mélange calcaire-argile en proportion à peu près égale, c'est ce qu'on appelle une marne. Alors, les scientifiques utilisent plutôt une classification qui est basée sur les différents constituants d'un calcaire. Et vous allez voir que ça ressemble assez fort à la classification utilisée pour les grès. Donc, quels sont les constituants d'un calcaire? Ce sont d'abord les grains. Alors ici, les grains sont en général des fossiles ou des fragments de fossiles. La matrice, c'est la boue calcaire infiltrée entre les grains pendant le dépôt. Et le ciment. Le ciment, c'est un matériau qui a été précipité après le dépôt et qui est constitué soit de calcite, soit d'aragonite, c'est-à-dire de cristaux de CaCO3. Et enfin, c'est représenté en bleu sur le schéma, on a également la porosité, c'est ce qui n'a pas été occupé soit pendant le dépôt, soit lors de la cimentation. Alors voilà la classification la plus utilisée actuellement, c'est la classification de Dunham. Elle est basée justement sur la proportion de ces différents constituants, matrice, grain, ciment. Alors en haut, vous avez la classification qui correspond aux grains de petite taille, hein, et vous voyez d'ailleurs que la borne granulométrique est la même
que dans les roches détritiques, c'est les grains plus petits que 2 millimètres. Et en bas, vous avez la classification qui correspond au calcaire avec des gros grains ou gros fossiles, donc plus grands que 2 millimètres. Vous allez voir, c'est relativement intuitif. Si vous avez un calcaire qui contient très peu de constituants, très peu de fossiles, c'est ce qu'on appelle un mudstone. Donc c'est un calcaire qui est constitué essentiellement de la matrice de la boue calcaire. Si vous avez un certain nombre de fossiles, mais qu'ils ne sont pas en équilibre mécanique, donc qui flottent dans la boue calcaire, c'est ce qu'on appelle un waxstone. Si vous avez des grains, des fossiles qui sont en équilibre mécanique, donc qui reposent les uns sur les autres, et une matrice ou boue calcaire qui est infiltrée entre ces grains, c'est ce qu'on appelle un packstone. Et si vous avez un assemblage de grains de fossiles sans matrice avec un ciment, c'est ce qu'on appelle un greenstone. Alors la différence entre packstone et greenstone est intéressante, parce que dans le cas d'un packstone, ça signifie que le milieu était parcouru de courants assez forts pour transporter des gros éléments, et puis durant des périodes de calme, la matrice est venue s'infiltrer entre ces éléments, tandis que dans le cas d'un greenstone, ça signifie que le milieu était tout le temps agité, donc il n'y avait pas de période de calme qui permette d'infiltrer de la boue calcaire entre les constituants. Donc vous voyez que cette classification nous donne déjà des indications sur l'environnement de dépôt. En ce qui concerne la classification qui correspond aux gros grains ou aux gros fossiles, il s'agit surtout d'éléments dérivés de récifs, donc d'éléments dérivés d'organismes constructeurs, par exemple des coraux. À gauche, vous avez ce qu'on appelle un framestone, c'est une roche qui est constituée de fossiles constructeurs qui sont vraiment liés les uns les autres, qui sont comme un genre de béton. C'est le cas de la plupart des récifs actuels. Donc c'est une charpente. Le beanstone est plutôt constitué d'organismes qui vont se superposer avec de la matrice entre les différents organismes. Le bafflestone est constitué d'organismes érigés, un petit peu comme des gorgones, dont la présence va lier la boue calcaire, va l'arrêter, la faire se sédimenter. Ces trois premiers types de roches calcaires sont donc liés à des récifs, des constructions, et les deux derniers correspondent en fait au démantèlement de ces récifs. Le rudstone est en fait un packstone, mais avec des éléments plus grossiers, et le floatstone est en fait un waxstone, mais avec des éléments plus grossiers. On va donc passer maintenant aux environnements de dépôt de ces carbonates. La première grande différence, c'est l'opposition entre un domaine continental et un domaine marin. Le domaine continental est caractérisé par des dépôts souvent localisés, c'est le cas également pour les roches détritiques, qui sont rarement conservées, et il s'agit, dans le cas des carbonates, surtout de dépôts lacustres et fluviatiles. Alors tous ces dépôts sont affectés par d'importantes transformations diagénétiques. Souvenons-nous que dans les processus diagénétiques, un des principaux, c'est la dissolution. Et comme en milieu continental, on a un afflux possible d'eau douce, donc d'eau non saturée en carbonate, la dissolution est souvent un processus dominant. Alors en bas à gauche, c'est une photo de calcaire lacustre. C'est un calcaire très fin, donc pour utiliser la classification que je viens de vous montrer, c'est un mudstone.
Les calcaires lacustres sont caractérisés par des sédiments fins et relativement peu de fossiles. Au milieu, vous avez ce qu'on appelle un oncolithe. C'est un oncolithe fluviatile. Un oncolithe se développe par encroûtement microbien autour d'un nucléus, ici probablement un morceau d'écorce, et puis vous voyez bien ce concrétionnement concentrique lié à la croissance de ces tapis microbiens. Et à droite, je vous ai mis un des rares fossiles visibles en milieu continental, c'est une limnée, c'est un petit gastéropode qui est caractéristique des dépôts lacustres. Alors pour illustrer ces carbonates continentaux, on va aller en Croatie, dans le parc national de Krka. Alors dans ce parc national, les eaux sont chargées en CaCO3 parce qu'elles circulent sur des calcaires du Crétacé. Vous pouvez voir des tas de cascades et chaque fois qu'on a une cascade, en fait, la turbulence de l'eau va provoquer le dégazage du CO2, ce qui va modifier l'équilibre des carbonates et provoquer le dépôt de CaCO3. Alors ce dépôt se fait sous forme de concrétion avec une participation microbienne. On voit d'ailleurs que ces concrétions sont vertes, signe de la présence de ces microbes. Autre signe de la présence de ces organismes, c'est les bulles d'oxygène qui sont liées à la photosynthèse. Alors voilà un exemple où on voit bien la lamination, la concrétion qui correspond au développement de ces tapis microbiens avec beaucoup de porosité. Et les aménagements qui ont été effectués pour récupérer cette eau sont eux-mêmes complètement encroutés, voire obstrués par le dépôt de CaCO3. Alors on revient plus près de chez nous, à Annevoie, dans les célèbres jardins d'Annevoie, où on peut voir un travertin. C'est également une masse de calcaire continental formée par le dégazage de l'eau et la précipitation de CaCO3. Autre exemple de carbonate continental, ce sont les paléosols carbonatés. Ici, sur la photo, on a un grès dans les gris et le paléosol est en couleur crème. Alors, c'est un paléosol qui est constitué de calcaire et de dolomite. On voit qu'il est parcouru de racines. Ces racines se sont dégradées, la matière organique est partie et elles ont été fossilisées par du sédiment, gréseux également, qui s'est introduit dans ces racines.